Placé en position de disponibilité renouvelable depuis le 1er juin 1949, il se consacre à temps plein à l'activité syndicale. Il bénéficie de la prolongation de la dite mise en disponibilité jusqu'en mai 1952. À cette date, il sollicite une nouvelle prolongation, mais reçoit à la suite de sa requête une demande d'explication. Après avoir protesté contre cette demande d'explication qui lui parut superflue, puisque n'agissant pas en qualité de fonctionnaire en activité, il fournit néanmoins les raisons qui l'incitent à requérir une prolongation de la mise en disponibilité. Le 27 octobre 1954, un arrêté daté du 29 septembre 1954 lui est notifié, qui le considère comme démissionnaire de son emploi. Oumniobé est à l'époque adjoint administratif des services civils et financiers. En réalité, son retrait de l'administration s'était esquissé plus tôt quand s'ouvrirent au Cameroun, sous l'instigation de cadres français de la CGT, des cercles d'études, à l'intention des fonctionnaires indigènes et de quelques employés de diverses branches du commerce. Il fut accéléré à la faveur de la promulgation du Code du travail et de la possibilité reconnue aux travailleurs des territoires assujettis de se regrouper dans des organisations syndicales. Oumniobé ira donc vers la politique par le détour du syndicalisme. Mais il y eut au total une pluralité de facteurs conjugués les uns aux autres. Oumniobé naît au cœur d'une histoire tourmentée dont l'un des nœuds se trouve être les travaux forcés. Du temps de sa jeunesse, le chemin de fer du centre est en construction. Peu avant la débâcle des troupes allemandes, les travaux sont arrêtés. Ils reprendront en 1922, après que les projets aient été mis au point en 1921. Les chantiers s'étalent sur une période de 5 années et demie, mobilisant en 1925 6 000 travailleurs, dont 1 300 volontaires et 4 700 requis, fournis par les circonscriptions du Sud Cameroun et désignés par les chefs indigènes. Oumniobé connut tôt les voyages et les déplacements. À la faveur de ses études, il parcourut à pied de nombreux villages de sa propre subdivision. Sa quête de la formation d'enseignant le conduisit hors de chez lui et de son ethnie d'origine. Et sa carrière administrative acheva de le mettre au contact de réalités civiles diverses. Il fut témoin pendant son adolescence des réquisitions en vue de l'approvisionnement des chantiers, de la mobilisation des femmes et des enfants en vue de la culture et de l'acheminement des vivres, des exactions et des abus commis par des chefs indigènes. Les traditions orales rapportent qu'au sorti des travaux sur les chantiers de Ndjok et de la route carrossable Douala-Yaoundé, un immense cri de désolation montait des villages dépeuplés et des familles disloquées. En dépit des mesures strictes sur la circulation des indigènes, un nombre important de jeunes réussirent à s'exiler dans les centres urbains ou dans la partie du Cameroun sous administration anglaise. Les haines et la répulsion contre les chefferies s'accrurent considérablement, provoquant un cycle incontrôlé de meurtres et de vengeance, et capitalisant un potentiel de violence dont la gestion s'avérera délicate. Le thème des travaux forcés et de l'indigénat qui ponctuera plus tard le discours politique de Oumniobé trouve sa source dans un autre facteur qui fut le portage. Quand Oumniobé naît vers 1913, on dénombre environ 80 000 porteurs, hommes, femmes et enfants, engagés sur la seule piste de Kribi à Yaoundé.
Le recrutement des indigènes en vue de ces corvées s'accompagnait généralement d'un cortège de brutalité. Pour échapper aux contraintes ainsi exigées par l'exploitation économique du territoire, de nombreux villages de la subdivision des Séka se dépeuplèrent. Les indigènes désertèrent les routes et se réfugièrent dans la forêt. En 1939, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 1391 porteurs sont recensés dans la Sanaga maritime, région d'origine de Oum. L'évacuation du caoutchouc mobilise à elle seule plus de 1000 personnes par jour. Leurs ballots sur la tête, elles se dirigent souvent en chantant pour minimiser les distances vers la côte. En 1921, on évalue déjà la charge de portage entre 193 000 et 377 000 journées. Observateur fin et friand des détails, Oum Yobe assume, comme tous ceux de sa génération, la mémoire des conflits qui mettent aux prises ses concitoyens et le système colonial dans ses effets les plus pervers. Les années passées au service de l'administration aiguisent cette préférence accordée au menu, fait qui imprime le quotidien. Il est lui-même affronté à ses supérieurs hiérarchiques. Dans sa correspondance et ses conversations, il laisse traduire la remise en cause d'un système administratif à l'intérieur duquel les indigènes sont maltraités. Et très tôt, il est révolté. Les colonialistes ne veulent pas admettre qu'un noir soit l'égal d'un blanc. Cette conception se manifeste dans le domaine social, dans l'échelle des salaires, dans le traitement médical, dans le logement, dans la justice et hélas à l'église. Quelle est alors l'âme éprise de liberté qui resterait insensible devant ce fait révoltant d'un étranger qui traite les enfants de la terre comme des hommes de seconde zone? La doctrine coloniale n'a jamais cessé de proclamer que le blanc est un être supérieur et que le noir spécialement ne possède que des capacités limitées et que sa peau n'est pas capable d'assimiler les choses supérieures. Bien que les faits se soient maintes fois inscrits en faux contre cette prétention, les colonialistes ne veulent point y renoncer. C'est pour cette raison qu'ils affirment que l'accession à l'indépendance dans un pays comme le Cameroun plongerait le pays dans l'anarchie et la ruine. Une telle façon de ne rien faire pour modérer, sauf cas exceptionnel, de la discrimination raciale, fait beaucoup pour reconforter notre méfiance et notre combativité. En 1939, il s'était mis à l'étude des problèmes internationaux en même temps qu'il s'engageait dans différentes associations et regroupements autorisés à l'époque. On le retrouva ainsi entre 1940 et 1945 à la tête d'une ligue de football regroupant 15 associations dans la région de Yaoundé. Sa rencontre avec le syndicalisme date de 1943. Avec d'autres fonctionnaires camerounais, il participe au cercle d'études syndicales initié par 3 militants de la CGT et du PCF. En mai 1947, à Gaoundéré, il est élu vice-secrétaire général de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Le 28 novembre de la même année, il assume les fonctions complètes de secrétaire général de la même confédération. De son passage au syndicalisme cégétiste, il confortera sa capacité d'organisateur.